Donc une vidéo sur la distribution gaussienne, sur les notions de moment et cumulant de fonctions génératrices. Donc ce sont des concepts qui interviennent en mathématiques et spécifiquement en physique statistique. Donc on va définir en fait la moyenne d'une variable aléatoire x qui a une distribution continue p de x comme étant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p de x, x puissance n dx. On va appeler ça mu n, ce sera le moment d'ordre n. Autrement dit, le moment d'ordre 1, c'est la valeur moyenne de x, mu 0, bah, c'est le moment de la fonction 1. Voilà. Alors, une distribution gaussienne, en fait, c'est une distribution dont la densité de probabilité p de x s'exprime sous la forme 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins x moins mu sur 2 sigma 2, x moins mu au carré. Donc on verra qu'en fait le paramètre sigma ça représente l'écart type, la racine carrée des écarts à la moyenne, et que mu c'est en fait la moyenne en fait de cette distribution de probabilité de cette gaussienne. Donc on va calculer la moyenne cumulant d'ordre n en fait de xn, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p de x dx, donc on la pose, c'est 1 sur racine de 2pi sigma, l'intégrale sur r de exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2. Donc pour pouvoir calculer cette intégrale, on va faire un premier changement de variable, on va poser y égale x moins mu sur racine de 2 sigma, de manière à se ramener à une intégrale connue. La différentielle de y, c'est donc la différentielle de x à un facteur 1 sur racine de 2 sigma près. Et à ce moment-là, donc on pose notre intégrale. L'intégrale sur R de la distribution de probabilité vaut 1 sur racine de 2pi sigma. On a du racine de 2pi sigma qu'on sort de l'intégrale, c'est une constante. Et notre intégrale se ramène à l'intégrale sur R de exponentielle moins y2 dy. Cette intégrale est connue, elle vaut racine de pi. Donc on a du 1 sur racine de pi fois du racine de pi, donc c'est égal à 1. Autrement dit, l'intégrale sur R d'une distribution de probabilité gaussienne de moyenne mu et d'écart type sigma, ça vaut 1. Alors ici, je fais une petite digression, une première digression pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que la racine de pi, en fait, c'est l'intégrale que cette intégrale vaut la racine de pi. Donc je vais donner une méthode de calcul pour calculer donc effectivement une intégrale du type intégrale sur R de l'exponentielle moins x de dx. En fait, l'idée c'est de passer en coordonnées polaires et de calculer le carré de cette intégrale I2. Donc je passe en coordonnées polaires, je calcule le carré de mon intégrale comme étant le produit des deux intégrales, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins x de dx par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins y2 dy. Donc j'ai pris le soin de prendre deux paramètres. Alors x et y sont des paramètres d'intégration, hein, on aurait pu les appeler r ou d, c'est des variables muettes, mais c'est de manière effectivement à faire apparaître nos coordonnées polaires. Donc en fait on a I au carré qui est une intégrale double d'intégration sur les variables dx, dy, qui peuvent être des variables d'espace, mais bon, là c'est des variables muelles. On rentre l'exponentielle dans l'intégrale, donc le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme, donc on a de l'exponentielle du moins x2 plus y2 dans l'intégrale. Nos coordonnées polaires, en fait, elles nous permettent de passer d'un changement de coordonnées cartésiennes ou coordonnées polaires. Autrement dit, si j'ai un point M dans l'espace qui est représenté par ces coordonnées X et Y en cartésienne, les coordonnées polaires, en fait, je les ai représentées ici. En fait, on peut représenter ce point M à travers l'angle θ qui fait avec l'horizon et la norme, la distance à l'origine, j'ai pas noté le point O ici, que j'ai appelé ρ. On a, avec théorème de Pythagore, cours de 3e, ρ carré est égal à x carré plus y carré. Et on projette donc les coordonnées suivant les différents axes, et on a donc les relations x est égal à ρ cos θ et y est égal à ρ sinus θ. On en déduit donc que la différentielle de x, par rapport à θ, c'est moins ρ sinus θ dθ, la différentielle de y est égale à plus ρ cos θ dθ. Sur ρ, d'accord. Donc le carré de notre intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins x de dx, le tout au carré. En passage en coordonnées polaires, en fait, j'ai pas pris en compte θ. Bon, en coordonnées polaires, donc notre intégrale devient l'intégrale de 0 à 2pi dθ. On intègre θ sur tout l'espace, donc θ il varie entre 0 et 2pi. Multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de ρ exponentiellement ρ2 dρ. Donc, j'ai oublié le paramètre d'intégration ρ. Bon, c'est pas grave.
Donc une primitive de ρ exponentiellement ρ2, c'est moins de ρ exponentielle moins ρ2, c'est exponentielle moins ρ2 sur 2 en calculé entre 0 et l'infini. Donc ça vaut 2pi fois 0 plus 1 demi. On en déduit que i carré est égal à pi, donc i est égal à racine de pi. Voilà. Donc ça c'est pour la digression. Première digression. Donc deuxième digression, en fait, on va calculer toutes les intégrales de la forme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des x au carré exponentielle moins alpha x carré dx pour tout alpha réel. D'accord? Et bien en fait on remarque simplement que notre intégrale, c'est notre intégrale qui est donc fonction, la variable d'intégration c'est x, donc alpha c'est un réel. On peut dire qu'en fait notre intégrale c'est la dérivée partielle par rapport à alpha de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins alpha x2 dx. On considère cette fois-ci exponentielle moins alpha x2, non pas par rapport à la variable x, mais par rapport à la variable alpha. Autrement dit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des x carré exponentielle moins alpha x2 dx, c'est la dérivée partielle par rapport à alpha de 1 sur 2 alpha racine de pi sur alpha. D'accord? Donc on pourrait généraliser ce résultat à l'ordre n, et ainsi on aurait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x puissance n exponentielle moins alpha xn dx, c'est la dérivée partielle par rapport au paramètre alpha de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins alpha xn dx, puisqu'on considère à ce moment-là la fonction sous l'intégrale comme étant une fonction de deux variables, alpha et x. Voilà, fin de la digression. Donc on revient à nos calculs sur la gaussienne en phi-stat. Et on a donc que la valeur moyenne de x, cumulant d'ordre 1, qui est égale à 1 sur racine de 2 pi sigma à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x exponentielle moins x moins mu sur 2 sigma 2, donc x moins mu carré sur 2 sigma 2 dx. Pour pouvoir calculer cette intégrale, il faut faire un premier changement de variable. On va poser y est égal à x moins mu. Donc la différentielle de y, c'est la différentielle de x, x moins u, pardon. Donc le cumulant d'ordre 1, fait qui est mu1, ça vaut 1 sur racine de 2 pi sigma, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le x devient y plus u, et le x moins mu c'est du y, donc on a du exponentielle moins y2 sur 2 sigma 2 dy dans l'intégrale. Donc on développe en fait le terme sous l'intégrale, et donc mu1 est égal à 1 sur racine de 2 pi sigma. On peut sortir mu de l'intégrale puisque u n'est pas une variable d'intégration. La variable d'intégration c'est y, et on a donc du u intégrale sur r de exponentielle moins y2 sur 2 sigma 2 dy plus l'intégrale sur r de y exponentielle moins y2 sur 2 sigma 2 dy. Donc on va remarquer simplement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y exponentiellement y2 sur 2 sigma 2 dy vaut 0. En effet, la fonction qui a y associée y exponentiellement y2 sur 2 sigma 2 est une fonction impaire. Autrement dit, f de moins y est égal à moins f de y. Et donc, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de y, c'est l'opposé de l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de y. Donc, lorsqu'on somme entre moins l'infini et plus l'infini cette fonction-là de y, on a donc une intégrale nulle. De plus, d'après ce qui précède dans mes deux précédentes digressions, on sait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins alpha y de dy, c'est la racine de pi sur alpha, et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins y2 sur 2 sigma 2 dy, c'est racine de pi racine de 2 sigma 2. On conclut donc après simplification que le moment d'ordre 1, enfin ce qu'on appellera le moment d'ordre 1 de la distribution gaussienne par la suite, vaut 1 sur racine de 2 pi sigma fois u fois racine de pi fois racine de 2 sigma 2. On simplifie les termes et on a donc que le moment d'ordre 1 est simplement égal à u. On va calculer maintenant le moment d'ordre 2, donc la moyenne de x carré. Donc la moyenne de x carré, donc c'est du 1 sur racine de 2 pi sigma, ça on le sort de la distribution, l'intégrale de moins x à plus l'infini, donc de x carré, fois exponentielle moins x moins mu sur 2 sigma 2 au carré, mu étant la moyenne de la distribution gaussienne et sigma étant son écart type. On procède toujours pareil, on fait un changement de variable du genre y égale x moins mu pour pouvoir se rappeler à une intégrale connue en fait, d'accord. Donc la différentielle de y c'est la différentielle de x. On en déduit donc que la moyenne de x carré c'est 1 sur racine de pi sigma, l'intégrale sur r de donc u plus y cette fois-ci, puisque on a substitué x par u plus y au carré exponentiellement y2 sur 2 sigma 2 dy.
on voit qu'on est en train de se ramener à une intégrale gaussienne connue, dont on connaît la valeur. On développe u plus y au carré, c'est identité remarquable, une seconde, donc a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré, donc u plus mu au carré, c'est u carré plus 2uy plus y carré. Là encore, en fait, donc l'intégrale d'une somme, c'est égal à la somme des intégrales, donc on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Dans cette vidéo, il n'y a aucun problème de convergence. On vit dans un monde parfait, le monde de Bujon, je ne montre pas la convergence intégrale. Donc on va linéariser cette intégrale en 3 intégrales, on va la séparer. On s'aperçoit ici que le terme de uy nous donnera une fonction impaire, puisque u est une constante et y c'est la variable d'intégration. Donc, une fonction impaire, pardon, à intégrer sur R. Donc une fonction impaire intégrée sur R, ça vaut 0. Autrement dit, le cumulant d'ordre 2, donc la moyenne de x carré pour une distribution gaussienne, se ramène au calcul suivant. 1 sur racine de 2 pi sigma, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de y2 exponentiellement y2 sur 2 sigma 2, plus u au carré exponentiellement y2 sur 2 sigma 2 dy. Donc là encore, l'objectif c'est de se ramener à une intégrale connue, donc on va poser un changement de variable, le changement de variable qui s'impose ici est z égale y sur racine de 2 sigma, donc la différentielle de z c'est la différentielle de y sur racine de 2 sigma, ok. Donc on substitue dans notre intégrale avec notre changement de variable, et on a donc que le cumulant d'ordre 2 en x vaut u2 plus 1 sur racine de 2 sigma, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 2 sigma 2 z carré exponentielle moins n2 dz fois du racine de 2 fois sigma. Donc on simplifie ce qui est à simplifier, on a du sigma au dénominateur ici, au numérateur ici, du racine de 2 qui s'annule, et on obtient donc après simplification mu au carré plus sigma 2 est égal au moment d'ordre 2, c'est égal à mu 2. Le moment d'ordre n étant l'intégrale de notre moment d'ordre n pour une distribution de probabilité quelconque, mais ici on s'intéresse à la distribution gaussienne, et l'intégrale de la densité de probabilité dans la distribution par x puissance n dn. C'est ce qu'on appelle le moment d'ordre n. Donc on va utiliser ici, en fait, la valeur moyenne de x moins mu au carré, qui est égale à la valeur moyenne de x carré moins 2 mu x plus mu au carré. Mu et mu carré, bon, les valeurs moyennes sont des constantes, donc c'est égal aux valeurs elles-mêmes. Et donc c'est égal aux valeurs elles-mêmes. Donc on a dit que C1, le cumulant d'ordre 1, c'est mu, le cumulant d'ordre 2, c'est sigma, autrement dit, c'est l'écart type de notre distribution gaussienne, et C3, le cumulant d'ordre 3, est égal à 0. Donc on va introduire ici la fonction génératrice de moment, qui est la fonction analytique dont les coefficients de Taylor correspondent au moment. Donc si ces moments existent, donc c'est-à-dire si on a des moments donc qui sont bornés, ces moments ne tendent pas vers l'infini. Voilà. Autrement dit, qu'on ait convergence des intégrales que l'on calcule. Donc c'est une définition. Donc z de bêta est égal à, par définition à la somme infinie des moins bêta puissance n sur n factoriel fois mu n, d'accord. Autrement dit, on peut l'écrire en développement limité, bon voilà, mu 0 moins bêta mu 1 plus bêta 2 sur 2 factoriel mu 2 plus voilà, moins bêta 3 sur 3 factoriel mu 3 plus. C'est une fonction de bêta. Bêta est un complexe que l'on appelle le paramètre conjugué de la variable aléatoire continue. Donc on aurait aussi bien pu discuter le cas discret, mais là on est dans le cadre d'une distribution gaussienne donc continue. Donc notons que la condition de normalisation prend la forme z de 0 est égal mu 0 est égal à 1. Donc en substituant le moment par cette définition, autrement dit le moment d'ordre n, c'était la valeur moyenne de x puissance n, on reconnaît en fait le développement de l'exponentielle. Donc bon, je rentre pas dans les calculs, mais on sait que l'exponentielle x est égale à la somme des x puissance n sur n factoriel pour n décrivant l'ensemble des entiers naturels. Donc cours de maths sup, première année, développement limité. Donc on a déduit que z de bêta s'exprime en fonction d'une exponentielle, hein, puis c'est le développement de Taylor à l'infini de l'exponentielle de moins bêta x. Donc z de bêta est égal par définition même à la valeur moyenne de l'exponentielle moins bêta x, qui est l'intégrale de dx mu de x exponentielle moins bêta x. La fonction génératrice est donc la transformée de la place de la distribution. De plus, si l'intégrale ne converge pas pour bêta réel,
lorsque la distribution décroît trop lentement, par exemple, on peut choisir le paramètre conjugué imaginaire pur, z de ik, avec k réel, et on obtient alors la transformée de Fourier de la distribution, qui existe toujours. Donc, quelque chose qui est important à noter ici, c'est que l'intérêt de cet outil est avant tout technique, donc il n'y a pas de réel sens physique associé, car les fonctions génératrices sont principalement des objets probabilistes qui interviennent dans le cadre de la physique statistique. Donc quelques calculs, mu0 c'est z de 0, mu1 c'est moins la dérivée par rapport à paramètre de bêta de la fonction génératrice, donc on vient de définir z de bêta calculée en bêta égale 0, mu2 c'est la dérivée seconde de la fonction génératrice z de bêta par rapport à d bêta 2 calculée en bêta égale 0. Bon, là, effectivement, je fais une petite démonstration en utilisant cette définition-là. Donc, par définition, on a posé que z de bêta est égal à somme sur n des moins bêta puissance n sur n factoriel mu n. Autrement dit, si on dérive, bon, voilà, j'écris juste les premiers termes de cette sommation infinie. On a donc mu1 moins bêta mu1 plus bêta 2 mu2. En fait, donc la dérivée de z bêta par rapport à d bêta, c'est mu1 plus bêta 2 bêta u2. Donc on calcule cette dérivée en 0, lorsque bêta égale 0, ben le coefficient qui est devant mu2 vaut 0, et c'est égal à mu1. Donc la dérivée, donc z bêta par rapport à bêta est égal à mu1 plus bêta mu2. On en déduit donc la dérivée seconde comme étant la dérivée de la dérivée première par rapport au paramètre bêta qui est égal à mu2. Okay. Ainsi, en fait, si on identifie avec un développement de Taylor, les développements de Taylor limités à l'ordre 1, donc à l'ordre infini, pardon, c'est un développement de Taylor à l'ordre n, donc voilà, cours de sup première année, que mu n est égal à moins 1 puissance n, la dérivée n-ième par rapport à bêta n de la fonction génératrice z de bêta calculée en bêta égale 0. Z de bêta étant la moyenne de l'exponentielle moins bêta x. X étant notre distribution, notre variable aléatoire, qui a une loi de distribution donnée, et ici on considère que notre variable aléatoire a une loi de distribution de type gaussienne. Donc z de bêta est égal à la somme sur n des moins bêta puissance n sur n factoriel, la valeur moyenne de x puissance n. La valeur moyenne, on peut l'étendre à toute la somme, hein, donc une somme de valeur moyenne, en fait, c'est la valeur moyenne de la somme, car c'est une sommation infinie. Donc, ok, donc l'opérateur, on peut considérer que ces accolades c'est un opérateur. Donc, c'est égal à la somme donc pour n égale 0 à l'infini des moins bêta x puissance n sur n factoriel, hein, puisque l'exposant de bêta c'est le même que l'exposant du x, donc on les intègre. Et par définition même, puisqu'on sait que l'exponentielle de x est égal à la somme des x puissance n sur n factoriel, cours développement limité de Taylor première année maths sup, que c'est égal à la valeur moyenne de l'exponentielle moins bêta x. Ok? Donc la fonction génératrice du paramètre bêta est égale à la valeur moyenne de l'exponentielle moins bêta x, qui est donc égale par définition à l'intégrale sur R de la densité de probabilité P de x exponentielle moins bêta x dx, par définition. Donc on a déduit que z de bêta est égal à exponentielle moins f de bêta, avec f de bêta est égal à moins le logarithme de z de bêta. Ici, c'est le logarithme népérien, c'est pas le logarithme en base 10. Donc, si z de bêta permet de générer les moments par dérivation, les cumulants sont générés par la fonction génératrice des cumulants. Ainsi, f de bêta est égal à moins le logarithme de z de bêta, qui est égal à moins la somme pour n décrivant l'ensemble des antinaturels de moins bêta puissance n sur n factoriel cn. Et cn, c'est ce qu'on va appeler donc le cumulant, en fait. Cn égale moins 1 puissance n dérivée n-ième par rapport à bêta n de f de bêta. Donc on voit ici une similitude avec l'énergie libre, l'enthalpie, notamment en thermodynamique. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple justement sur notre gaussienne. Donc pour une distribution de probabilité, donc Px, ce qui est Px qui est ici, on va prendre une distribution de probabilité de type gaussienne. Et on a donc que z de bêta est égal à la valeur moyenne de l'exponentielle de moins bêta x, qui est 1 sur racine de 2 pi sigma, l'intégrale sur R de l'exponentielle moins bêta x fois exponentielle moins mu x moins mu au carré sur 2 sigma 2 dx. Donc pour pouvoir calculer cette intégrale, on fait un premier changement de variable qui est toujours le même. On va poser y qui est égal à x moins mu. Donc la différentielle de y, c'est la différentielle de x.
et z de bêta est égal à valeur moyenne de exponentielle moins bêta x, c'est donc égal à 1 sur racine de 2 pi sigma, l'intégrale sur r de exponentielle moins bêta y plus mu fois l'exponentielle de moins y2 sur 2 sigma 2 dy. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une intégrale simple, on intègre par rapport à la variable y, donc en fait tout ce qui n'est pas dépendant de y, on peut le sortir de l'intégrale, donc je vais sortir exponentielle moins bêta u de l'intégrale, et donc j'en déduis que la fonction génératrice de bêta vaut 1 sur racine de pi sigma exponentielle moins bêta u, l'intégrale sur r de exponentielle moins bêta y fois l'exponentielle de moins y2 sur 2 sigma 2 dy. À ce moment-là, eh ben, on va poser z égale y sur sigma racine de 2, la différentielle de z est égale à la différentielle de y, un facteur 1 sur sigma racine de 2 près. Donc cette intégrale peut s'exprimer sous la forme donc 1 sur sigma racine de 2 pi fois l'intégrale sur r de exponentielle moins bêta. On remarque qu'on peut mettre ce terme-là sous la forme z racine de 2 sigma au carré, multiplié par exponentielle moins z2. Alors là, il y a une erreur, j'ai mis du dy, désolé, c'est la variable d'intégration, c'est pas y, c'est z. Donc dz fois sigma racine de 2. Donc là, c'est toujours pareil, on sort ce que l'on peut sortir de l'intégrale, tout ce qui n'est pas en fait fonction de la variable d'intégration y, et une peut être sortie de l'intégrale. On développe, effectivement, on s'aperçoit en fait, on fait un développement en carré parfait, hein, donc z effectivement la variable d'intégration, on a de l'exponentielle moins z2 plus 2z fois racine, on essaye de faire apparaître un carré parfait en fait, du type a plus b au carré, ça va nous permettre de calculer l'intégrale. Racine de 2 sur 2 bêta sigma plus 1 demi de bêta carré sigma 2 plus 1 demi de bêta carré sigma 2 dz. D'accord? Autrement dit, après simplification, on obtient que notre fonction génératrice pour une distribution de type gaussienne va s'écrire sous la forme 1 sur racine de pi exponentielle moins bêta u fois exponentielle de 1 demi de bêta carré u carré fois l'intégrale sur r de d2 oméga exponentielle moins oméga 2. Ok, et ça on sait calculer. Voilà, là il y a eu juste une astuce de calcul ici qui consiste à faire apparaître un carré parfait dans une identité remarquable du type a plus b au carré équivaut à 2 moins 2ab plus b2. En fait, on cherche à faire apparaître de la 2 plus 2ab et on retranche ensuite du b2 pour pouvoir faire apparaître un carré parfait. Voilà, c'est très simple, vous referez les calculs de votre côté si vous voulez les refaire et vous vérifiez bien qu'on se ramène à une intégrale de ce type-là, qui est une intégrale connue. On en conclut que z de bêta vaut exponentielle moins bêta u plus 1 demi de bêta carré sigma 2, et donc on a ainsi calculé la fonction génératrice d'une gaussienne. On remarque, c'est utile, que la fonction génératrice des cumulants d'une gaussienne est de forme quadratique. Voilà, c'est une remarque qui est utile parce qu'on sait manipuler les formes quadratiques. Donc pour une gaussienne, on a z de bêta qui vaut exponentielle moins bêta u plus 1 demi de bêta carré sigma 2. On a z de 0 qui vaut 1, mu 1 est égal à moins d sur d bêta, z de bêta en calculant bêta égale 0. Donc la dérivée par rapport à le paramètre bêta de z de bêta en bêta égale 0 est donc égale à moins mu plus 1 demi fois, j'ai dérivé ici l'exponentielle on a une fonction composée g rond f', donc c'est du g' rond f fois f'. Donc on dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est par rapport à bêta, moins bêta mu dérivé par rapport à bêta, c'est moins mu. Et 1 demi de bêta carré sigma 2 dérivé par rapport à bêta, c'est du 1 demi fois du 2 bêta sigma 2, d'accord. Exponentielle, j'ai pas réécrit tout ce qu'il y avait, et on trouve que c'est égal à moins mu. Autrement dit, pour une distribution gaussienne, on a que le cumulant d'ordre 1 est égal à mu. On fait le même calcul pour mu2, la dérivée seconde de z bêta par rapport à d bêta 2, en fait, c'est la dérivée première par rapport à bêta de dz par rapport à bêta que l'on a calculé précédemment. Et j'ai détaillé le calcul ici, on obtient que mu2 est égal à sigma 2 plus u au carré. Ok. Donc z de bêta qui est égal à l'exponentielle de quelque chose, on en déduit donc que f de bêta qui est égal à moins le logarithme de l'exponentielle moins bêta u plus 1 demi de bêta carré sigma 2. F de bêta peut donc se mettre sous la forme moins bêta u plus moins bêta carré sur 2 factoriel sigma 2 plus 1. Donc on a ici les cumulants d'ordre 1, cumulants d'ordre 2, et on a donc tous les cumulants d'ordre n pour n strictement supérieur à 2 sont nuls pour une distribution gaussienne. Voilà. La loi gaussienne est donc caractérisée par la nullité de tous les cumulants d'ordre supérieur à 2.
On a C1 qui est égal à la valeur moyenne de notre variable aléatoire qui vaut bêta, et C2 qui est la variance de notre variable aléatoire qui vaut sigma 2. Et Cn qui est égal à 0 pour n supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc on aborde la dernière partie de cette vidéo qui est en fait le théorème de la limite centrale, qui est très utile en physique statistique notamment, en physique en général, et qui intervient en probabilité, en statistique, dans beaucoup de domaines. On considère donc un ensemble de variables aléatoires xn qui ont toutes la même distribution. Et on s'intéresse en fait à la distribution de la somme S qui est égale à la somme pour n égale 1 à grand N. Ce sont de nos n variables aléatoires. Donc cette somme est aussi une variable aléatoire en tant que combinaison linéaire de variables aléatoires. Dans la limite, lorsque grand N tend vers plus l'infini, la distribution grand S est une gaussienne avec moyenne, la valeur moyenne de S qui est égale à n fois la valeur moyenne de X. Variance S. Autrement dit, l'écart type de notre nouvelle distribution S vaut racine de n, puisqu'on a sigma x, où n est le nombre de variables aléatoires que l'on considère dans notre somme. Donc pour déterminer la distribution de S, on fait appel à la notion de fonction génératrice. On considère donc la fonction génératrice de la somme z de bêta, zs de bêta qui vaut z grand N de bêta, qui est égale à la valeur moyenne de exponentielle moins bêta s, donc qui est égale à la valeur moyenne de exponentielle moins bêta, on substitue s. S c'est tout simplement la somme sur n. N, c'est pas une somme infinie ici. N, il varie entre 1 et grand N, des x petit n, x indice n. Or, on considère donc des variables statistiquement indépendantes. Donc, comme on considère des variables statistiquement indépendantes, on a le droit d'écrire que la valeur moyenne de l'exponentielle moins bêta de la somme sur n des xn est égale au produit. On utilise la propriété de l'exponentielle au produit en fait des valeurs moyennes de l'exponentielle moins bêta xn sur l'ensemble de nos variables aléatoires xn, et ceci, ce n'est rien d'autre que le produit sur n d'exponentielle moins bêta x, puisque toutes les variables xn ont la même loi de distribution, et donc en valeur moyenne, elles sont égales. C'est la même valeur moyenne. Donc on a le produit sur n d'un entier, donc n fois, c'est égal à l'entier à la puissance n. On en a déduit donc que c'est égal à la valeur moyenne d'exponentielle moins bêta x à la puissance n. On a ainsi fait apparaître le produit des fonctions génératrices, zn de bêta qui est égal au produit pour n égale 1 à n de la valeur moyenne de exponentielle moins bêta xn, et le fait que les variables aléatoires soient indépendantes, soient identiquement distribuées, nous permet de relier simplement la fonction génératrice des variables à celle de leur somme. Autrement dit, z indice grand N de bêta, c'est z de bêta puissance n, et la fonction génératrice de bêta, c'est la valeur moyenne de exponentielle moins bêta x, où x est notre variable aléatoire que l'on a sommé n fois en fait quelque part. Voilà, donc pour conclure, on obtient les résultats suivants. Fs de bêta, c'est n à fx de i de bêta. Le cumulant d'ordre n de notre nouvelle distribution S, c'est n fois le cumulant de notre distribution de base. Et que la variance de S, c'est n fois la variance de x. Autrement dit, c'est ça qu'on va retenir, les fluctuations de la somme de n variables aléatoires identiques et indépendantes se comportent typiquement sous la forme, donc sigma s par du racine de n. Voilà. Donc, ça c'est un calcul de limite pour étudier comment varient les cumulants d'ordre n de notre nouvelle variable aléatoire. Voilà. Donc, le récapitulatif, c'est que si on considère une variable aléatoire qui est la somme de n variables aléatoires, dont on connaît la variance et la n variable aléatoire distribuée de manière gaussienne, donc on considère une distribution gaussienne sur l'ensemble des variables aléatoires xn, alors la densité de probabilité associée à notre nouvelle variable aléatoire créée vaut 1 sur racine de pi fois grand N, variance de x, exponentielle de moins s moins n fois la valeur moyenne de x sur 2 n fois la variance de x au carré. Voilà. Donc c'est la distribution de probabilité de S dans la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, on va arrêter là.